Bonjour et bienvenue au podcast Jason Ergo, le podcast des étudiants en ergothérapie. Nous sommes de retour en force pour une deuxième saison. Cet épisode est la deuxième partie de notre discussion avec Émilie Valois et Nathalie Brisebois au sujet de l'ergothérapie en thérapie de la main. Alors, bonne écoute. Puis maintenant, sautons dans le concret. Une journée, le quotidien en fait d'un ergothérapeute en thérapie de la main, dans vos milieux différents, ça ressemble à quoi? Je dirais que moi, une journée typique, nous, on est en fait, le centre de la main du CHUM c'est une clinique ambulatoire. Fait qu'on est vraiment en clinique externe. On n'est pas sur les unités d'hospitalisation. En général, on a des rendez-vous à chaque jour. On voit nos patients. Donc, on fait nous-mêmes notre horaire. On voit quelques patients par jour, là, peut-être, je dirais, en moyenne, 7-8 patients par jour. Par contre, la façon que les patients vont être référés à nous, c'est la plupart du temps par les chirurgiens plastiques et ils vont nous les référer lorsqu'on est de garde. Fait que j'ai des journées dans mon horaire où je vois des patients en rendez-vous planifié, mais j'ai des journées où je suis de garde. Fait que ça, je suis de garde pour voir les cas sans rendez-vous qui vont venir pour une immobilisation suite à une chirurgie ou qui sont plus prioritaires. Fait que, ça, c'est des journées où je suis de garde. J'ai pas grand monde à mon horaire. Des fois, je gère mon horaire. Je sais que ce médecin-là, il réfère pas beaucoup. Fait que je me mets quelques suivis à travers ça. Mais ma journée peut être imprévisible un peu. Des fois, je vais être appelée pour un cas à l'étage. Fait que je fais quelques cas en ambulatoire, mais après ça, je monte à l'étage voir un cas de main qu'ils m'ont demandé de voir. Fait que j'ai des journées comme ça où sont plus organisées, plus planifiées, prévisibles. Puis j'ai des journées un peu plus imprévisibles aussi. C'est ça. Je pense que en thérapie de la main, on a un gros débit de patients, que ce soit des patients qui, quand on couvre les cliniques externes, on va voir souvent beaucoup de patients. Le travail se fait rarement de 8 à 4. Souvent, si la clinique va déborder, bien, on va avoir tendance à rester parce qu'il peut y avoir des besoins dans la confection d'orthèse ou il va y avoir des rendez-vous à organiser. Quand on voit un patient, en général, un nouveau cas, on va passer 1 heure avec le patient. On va se libérer cette période-là pour faire le tour de l'évaluation initiale avec le patient. Ensuite, on va voir des patients en suivi, soit des patients des rendez-vous qui vont avec le patient directement, là, qui vont durer 30 minutes, 20 minutes, selon les besoins. Ça peut durer jusqu'à 1 heure, mais quand il y a des patients qu'on voit 3, 4, 5 fois par semaine, il y en a qui ont des programmes d'exercice à exécuter. Donc, si ton patient, tu le vois une première fois, tu élabores un programme d'exercice, tu lui fais l'enseignement, le rendez-vous suivant. Bien, après 2, 3, 4, 5 rendez-vous, tu vas ajuster son programme, mais lui, il a déjà des exercices à faire que toi, tu vas superviser. Fait que pendant que tu supervises ce patient-là, bien, il peut en avoir un autre qui est assis à côté, puis là, bien, l'autre, tu fais l'enseignement d'un nouveau programme d'exercice. Fait que tu peux avoir 2, 3 patients en même temps, ce que tu ne feras pas si tu es en évaluation initiale, là, bien évidemment, parce que là, à ce moment-là, c'est plus du 1 à 1. Si tu as de la confection d'orthèse à faire, ça va être la même chose, ça va être 1 à 1 pour les patients. Mais la journée, il y a souvent des choses imprévisibles qui arrivent. Ça fait partie de notre quotidien. Puis des fois, tu regardes ton horaire, tu dis « Oh mon Dieu, je vais avoir une petite journée aujourd'hui, je vais pouvoir me mettre à jour, lire tel article, faire la rédaction de mes dossiers, parce que la rédaction de dossiers, malheureusement, ça prend beaucoup de temps à faire. Mais je la fais, hors des ergots, inquiétez-vous pas. Mais c'est ça. Donc, puis finalement, ben, tu finis ta journée, puis tu as été hyper occupé parce que là, il y a eu différents cas imprévisibles qui sont arrivés. Tu as un médecin qui t'a appelé, il dit hey, là, j'ai besoin de telle orthèse, peux-tu faire telle chose? Fait que voilà. Fait que nos journées finissent par se remplir. Puis, on dirait que, oui, on a les journées passent vite. Les journées passent très vite. Les journées passent très rapidement. Oui. Puis par rapport à mes collègues qui font des évaluations fonctionnelles, on n'est pas dans le même type d'intervention. Évaluer nos patients, c'est moins long que faire une évaluation fonctionnelle d'un patient à l'étage, tout ça. Fait qu'on voit plus de patients dans la journée. Puis c'est ça, je dirais que imprévisibilité, c'est souvent, ça résume pas mal souvent nos journées. Ouais, c'est L'heure de dîner est souvent... L'heure de dîner? L'heure, c'est rarement 1 heure. Mais les journées passent vite, c'est ça.
C'est ça, c'est souvent pendant c'est ça, la pause dîner que là, on va rajouter un patient ou on va se reprendre avec si on a eu un retard dans l'avant-midi. Nous, en privé, on va aussi voir, on peut faire des fois des évaluations à domicile. Donc, on va aller à domicile ou on va aller sur les milieux de travail. Chose qu'on ne fait pas au public. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est une spécificité là, que nous, on a au privé. Fait qu'on va partir, on va aller, admettons, chez le client ou dans le milieu de travail. Fait qu'il va y avoir le déplacement. Généralement, la rencontre sur les lieux va être à peu près 1h30, 2 heures. Puis là, ensuite, on va avoir de la rédaction à faire. Ou là, la rédaction, pour une visite de 2 heures, on a à peu près 4 heures de rédaction à faire et de recherche. C'est entre autres pour des aides techniques. Fait qu'on va avoir un 4 à 6 heures de rédaction à faire qu'on va faire souvent le soir ou en fin de journée. Mais sinon, au quotidien, on va avoir tendance à prendre on va faire des notes on essaie d'être le plus courte possible. Encore là, comme je vous disais, si on voit un patient 3, 4, 5 fois par semaine, il y a une limite à chaque fois de nombre de choses, de nouvelles choses qu'on a à rajouter. Là. Fait que des fois, on va écourter les notes grâce à ces rendez-vous-là qui sont un peu plus rapides. Mais si vous parlez, je pense pas mal, je m'affirme et je parle au nom des thérapeutes de la main, souvent ils vont vous dire qu'on fait quand même beaucoup de clients dans une journée. Là. Oui. OK. Puis, je me demandais, est-ce que vous avez un exemple de cas qui pourrait bien représenter ce que la thérapie de la main apporte à ce type de clientèle-là ou, par exemple, un cas qui a surpassé vos attentes là, avec les services de thérapie de la main? Bien, des cas qui ont surpassé mes attentes, moi, j'en ai beaucoup, là, puis heureusement. Moi, j'ai toujours de la difficulté avec le concept. Quand les gens nous arrivent puis ils nous disent, là, tu sais, je suis handicapée, j'ai beaucoup de difficulté avec ça parce que j'ai vu des gens qui ont des atteintes de bout de doigt puis qui ne sont pas capables de retourner travailler, puis il y en a qui ont des atteintes importantes puis qu'ils retournent travailler. Le cas que je pourrais peut-être vous parler, c'est, puis je me permets d'utiliser ce cas-là parce qu'il est venu rencontrer des étudiants là, en 3e année. Donc, c'est un monsieur qui travaille dans des services d'urgence. Et lui, quand il est arrivé en ergo, il avait été vu par Émilie à l'hôpital. Puis, Émilie avait fait initialement là, l'immobilisation. Donc, il y avait la confection de l'orthèse parce qu'il y a eu un traumatisme majeur au niveau de l'avant-bras. Puis ensuite, quand il est arrivé, donc il est sorti de l'hôpital. À l'hôpital, ça a été une expérience qui a été traumatisante pour lui parce qu'il y avait beaucoup de douleurs. Ce monsieur-là, lors de l'événement, aurait pu mourir parce qu'il y a eu une perte de sang qui a été importante. Donc, ça a brassé beaucoup de choses chez lui. Fait que là, quand il nous est arrivé en ergo, il était un peu encore sous le choc. Puis ça, c'est classique. Hein? Les gens qui ont une blessure importante, que ce soit une réimplantation ou une blessure qui a été traumatisante pour eux, quand ils nous arrivent, on leur demande de nous donner leurs bras, puis que là, faites-nous confiance, on sait ce qu'on fait. Fait que ces gens-là, ils nous regardent, puis ils analysent en peu de temps, il faut qu'ils apprennent à nous faire confiance, puis parce qu'ils protègent leurs membres depuis soit plusieurs heures ou plusieurs jours, puis ensuite, nous, on va déballer le pansement, on va enlever l'immobilisation, puis là, on commence à bouger. Fait que, tu sais, ces patients-là, entre autres, donc ce monsieur-là, il nous est arrivé avec les yeux grands ouverts. Puis là, moi, j'ai dit, écoutez, on va commencer à faire on va se jaser, puis après ça, on va commencer à faire des exercices ensemble. Et donc, lui, initialement, quand j'ai commencé avec lui, ce qu'on lui avait dit par les médecins, c'est vous n'allez jamais pouvoir retourner dans votre travail que vous faisiez avant. Fait que déjà là, lui, psychologiquement, il était hyper atteint. Il a eu peur de mourir. Puis là, c'est un gars de 40 ans, puis il se dit, là, qu'est-ce que je vais faire avec mon avenir? Son fils étudie dans le même domaine que lui. Fait que lui, son rêve, c'était de travailler avec son garçon. Puis là, il dit, mon rêve est à terre, puis il est tombé, puis ça n'arrivera pas. Puis... Donc, on a vraiment du support psychologique à faire avec ces gens-là. Il a fallu qu'on surmonte cette première étape-là. Donc, dans les premiers rendez-vous, je n'ai pas commencé à travailler beaucoup ses doigts. J'ai plus travaillé puis essayé de le mettre de le rassurer puis de le mettre en confiance. Éventuellement, on a commencé à faire ce qu'on avait à faire avec lui. Ça nous a amené, à cause des difficultés qu'il y a eu, à aller à domicile pour faire une évaluation des besoins en aide technique pour essayer de le rendre le plus autonome possible. C'est un monsieur de 40 ans qui joue au hockey, il joue au golf. Lui, il s'identifiait beaucoup aussi à ces éléments-là. Alors, on a fait beaucoup de confections d'orthèses pour lui permettre d'être autonome dans son quotidien.
J'ai rencontré sa femme, j'ai rencontré ses filles, j'ai rencontré son fils, soit individuellement ou avec lui. Puis ce monsieur-là, ben, ça fait 1 an qu'on est en traitement ensemble, puis ça va super bien, il va bien, il est retourné dans ses tâches de travail. Fait que c'est un monsieur, tu sais, qui est hyper reconnaissant. Puis c'est tellement valorisant de voir, puis qui nous dit « Merci, merci, vous avez fait une différence dans ma vie ». Puis ça, c'est l'exemple le plus récent que j'ai, là. Puis comme je vous dis, je me permets de le dire parce qu'il il est venu à l'université, puis il vous a rencontré, il vous a parlé. Mais c'est vraiment, avec ce cas-là, on a fait une approche vraiment globale. Oui, il a vu un psychologue, puis c'est de lui-même qui a décidé à un certain moment donné, non, c'est beau, c'est correct, j'ai l'ergo, j'ai pas besoin de voir le psychologue. Il va à la clinique de la douleur, on fait des contacts avec les gens de la clinique de la douleur. Je l'accompagne des fois à l'hôpital quand il va voir son médecin plasticien pour qu'on fasse... on regarde où il est rendu, puis voir vers quoi on s'en va aussi. Fait que c'est un exemple, mais parmi tant d'autres là, qui sont hyper valorisants. C'est difficile de... Puis, moi, ce que je trouve le plus impressionnant, puis c'est vraiment... on est en réadaptation, mais moi, c'est ce qui me passionne le plus, c'est le parcours des patients, de les voir dans leur état de vulnérabilité, vraiment, comme tu décrivais ce patient-là, de les prendre au début, qui sont méfiants, qui sont vulnérables avec leurs blessures à la main, qui se re-questionnent, là, sont en train de tout retourner leur vie dans leur tête à dire « je vais être capable de faire mon métier, ma vie est foutue ». Puis nous, on est là, on les accompagne dans la période aiguë de leurs blessures, où est-ce qu'on fait des orthèses, mais on établit un lien avec ces gens-là, on les rassure, on les aide à compenser au début, puis quand ils vont mieux, on les accompagne à retrouver la fonction avec ce qu'ils ont récupéré comme fonction à leurs mains. Et après ça, on les voit retourner au travail, retourner à leurs loisirs. C'est vraiment très... moi, c'est ce que j'aime le plus de mon travail, c'est ça. Mais c'est sûr, c'est la réadaptation dans toutes les types de réadaptation, c'est la même chose, mais... Puis je pense qu'en thérapie de la main, c'est ça, la spécificité s'applique surtout... c'est beau le cas que tu racontais, le fait d'être allé à la maison. Au début, on est très plus technique. On est vraiment... On suit un peu nos lignes directrices par rapport à la guérison du tendon, la fracture, tout ça. On voit nos patients régulièrement pour optimiser le plus possible la fonction. Mais à travers ça, il y a le fonctionnel, il y a le fait que c'est un père de famille, c'est un conjoint, il faut qu'il soit capable de s'habiller. Fait que ça aussi, on traite la main, mais on traite aussi, êtes-vous capable de manger? Souvent, c'est la première chose. OK, je vais vous fournir un couteau à bascule, vous allez être capable de couper vos choses tout seul. Je vous donne des trucs. Fait oui, on fait la thérapie de la main, mais en même temps, on voit en dehors de juste la main. Puis fait que dès le départ, puis après ça, quand la personne retrouve la fonction de sa main, sort de son immobilisation, bien là, on est plus dans un peu le fonctionnel. La thérapie de la main reste parce qu'on a toujours des choses à travailler, mais là, on est plus dans le fonctionnel, dans l'ergo. OK, là, je veux retourner au travail. OK, on va travailler ça. Puis ce que je trouve beau aussi, c'est de voir les patients, dès le départ, être vulnérables, puis après ça, développer des gens que tu sens que, lui, il va-tu participer, il va-tu accrocher, puis de les voir s'accrocher. Puis vraiment, à la fin, ils ont quasiment la vision ergo. Là, ils connaissent l'anatomie, ils savent à cette orthèse-là, peut-être tu pourrais faire ça. Ou, ils ont quasiment la même façon de penser que nous. C'est drôle. Je trouve ça intéressant comment, malgré que vous dites que vous voyez beaucoup de patients à tous les jours, vous parlez aussi beaucoup du lien que vous créez avec eux. Puis de l'opportunité qu'ils ont aussi de créer un lien avec vous, là, clairement, s'ils apprennent de ce que vous enseignez. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez renchérir là-dessus, sur cet aspect-là de la relation avec les patients, mais c'est quelque chose qui me frappe dans ce que vous dites, quelque chose que je trouve très beau, puis j'ai l'impression qu'il vous passionne. Là. Oui, moi, à travers les années, ce qui me fascine tout le temps, c'est que je me dis, j'en viens pas, tout le monde a une histoire. Puis de s'intéresser à l'autre personne, je pense que c'est une façon aussi d'aller les chercher puis de les amener à participer dans leur processus de réadaptation.
c'est sûr qu'en thérapie de la main, tu sais, où il y a des cas qu'on va voir qui vont être plus in and out, que ça va être une intervention, on le voit une fois, on donne des recommandations, on ne le revoit plus. Fait que, tu sais, il n'y a pas toujours, tu sais, on parle de cas, tu sais, qu'on va suivre plus longtemps. Fait que c'est vrai qu'on a des gens qu'on voit moins longtemps, mais moi, je suis fascinée. Moi, ce que j'aime de mon travail, c'est que je rencontre différentes personnes, puis chacun a, même si je vois 4 cas de fracture identiques sur le rayon X, 4 personnes différentes que je vais traiter avec leur personnalité, avec leurs enjeux, leur vécu, leur quotidien. Fait que pour moi, c'est pas... Parce que des fois, on entend ça, thérapie de la main, c'est un protocole, tu appliques le protocole, c'est ça. Non. C'est un peu, en fait, danger dans ma tête de voir ça comme ça, parce qu'on peut pas... La personne est là, puis il faut prendre en considération tous ces enjeux-là pour adapter notre intervention. Puis, tu sais, c'est personnel des mains aussi. Tu sais, c'est comme une partie de notre corps. On est en proximité avec les gens. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, on est habitué dans... Oui, c'est ça. Mais tu sais, on est habitué quand les gens nous donnent la main, puis il y a l'épaule qui s'avance, puis le corps recule, parce qu'initialement, là, ils sont... Tu sais, c'est personnel, puis là, ben... Fait que d'arriver à toucher, prendre les mains de quelqu'un, c'est vrai. Tu sais, dans le quotidien, c'est pas le genre de choses qu'on va faire. Des fois, je sais pas, on est dans une ligne d'attente, puis on va dire excusez, on va toucher l'épaule de quelqu'un ou l'avant-bras. Mais tu sais, c'est rare qu'on va prendre la main de quelqu'un puis faire quelque chose avec, là. Tu sais, on va le faire les parents avec les enfants, avec les amis, avec l'amoureux. Puis donc, une main, c'est quand même quelque chose qui est très personnel. On rentre dans une intimité. Puis rapidement. Puis on n'a pas le choix. Oui, c'est ça. Il faut qu'on rentre rapidement dans... Tu sais, le patient arrive des fois avec sa main à découvert, ses plaies à découvert. Puis là, il faut faire un pansement, il faut faire une orthèse rapidement. Fait qu'il faut... C'est vrai que, oui, probablement qu'on développe rapidement Il faut rapidement développer ce lien thérapeutique-là, parce qu'on est vrai qu'on est vraiment dans l'intimité, puis on est en proximité avec le patient à le toucher. Ouais. Vous parlez de plaies. Ça me semble quelque chose qui pourrait être vraiment un défi à surmonter pour certaines personnes. Mais je vous lance la question à vous. C'est quoi les défis qui viennent avec votre travail? Bien, c'est sûr qu'il y a les plaies, plaies, mais c'en est un qui est quand même important parce que si vous n'aimez pas voir des bobos, des choses qui coulent, des odeurs particulières, que vous êtes... Maintenant, c'est un peu plus facile parce qu'on peut porter des masques, là, mais ça reste que, c'est ça, tout ça, là, des patients qui font ce qu'on appelle un choc vagal, là, qui tombent sans connaissance, tout ce qui vient avec ça, là, des fois, des hauts le cœur, il faut vraiment être à l'aise avec ces concepts-là. Ouais. Mais il faut être à l'aise quand même avec les plaies, tout ça. Mais je dois dire qu'au début de ma carrière, ça ne m'intéressait pas, les plaies. Et quand j'ai commencé en clinique privée, petite parenthèse, mais j'aimais ça voir les hits. Moi, j'aimais ça voir les cas qui n'avaient pas de plaies. Et c'est finalement, à force d'être exposée de près ou de loin à cette clientèle-là que j'ai eu la piqûre. Mais c'est pas venu tout seul. Au début, je n'aimais pas ça. Tu as développé, j'ai développé le plaisir de voir des plaies. Oui, le plaisir de voir des plaies. Bien, il y a la difficulté, il y a le défi, justement, quand on parlait de la confection d'orthèse. Fait qu'il y a un défi technique, on doit être capable de développer ces habiletés-là, parce que je pense que la confection d'orthèse, c'est essentiel dans notre quotidien et il faut éventuellement être à l'aise, confortable, puis d'être habile là, à travailler avec les thermoplastiques. Rentrer en... Mais ça, je pense que c'est comme toutes les sphères de l'ergothérapie. Tu sais, le savoir-être de rentrer en contact avec les gens facilement, rapidement, parce que c'est ça, il y en a qu'on va voir juste 2, 3, 4, 5 fois, mais on a besoin... Tu sais, des fois, il y en a qui me disent, ben, je vais être directrice dans les informations que je vais donner. En thérapie de la main, on a souvent le temps qui est contre nous. Fait que si un patient, ben, il veut pas porter son orthèse, il veut pas être... Oui, toi, tu fais une confection d'orthèse pour l'immobiliser, puis il arrive le lendemain, il l'a pas porté, il l'a enlevé, il l'a pas porté pendant la nuit. Sans vouloir leur faire peur, ben, il y a quand même des choses qui se doivent d'être respectées. Fait qu'il faut être capable de s'affirmer puis d'être convaincu dans ce qu'on dit. Puis des fois, ben ça, c'est comme plus dans le savoir-être, là, ça se développe. Ça se développe tout à fait. Mais c'est quand même une habileté que si on l'a, ben ça va être un peu plus facilitant. Là.
Sinon, quel type de personnalité ça prend justement, tu sais, on parlait du savoir-être, le savoir-faire, quel type de personnalité ça prend pour travailler de manière à l'aise en thérapie de la main? Bien, je pense que ça prend quand même certaines, on a dit, des habiletés manuelles quand même. Je pense que ça prend aussi... on travaille beaucoup en équipe. Fait que ça prend quand même une capacité à travailler en équipe, une capacité à travailler sous pression aussi. Peu importe, qu'on soit dans le milieu public ou privé. Puis de tolérer l'imprévu, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, je trouve, dans notre métier. Après ça, capacité d'introspection, d'être capable de se remettre en question, puis de se dire, peut-être que là, j'ai échappé, ou tu sais, je vais aller lire, j'ai peut-être pas fait la bonne chose. Fait que de dire, d'avoir la capacité à dire, je sais pas tout. Donc, c'est même rassurant, en fait, de reconnaître sa limite, puis d'aller se référer à quelqu'un quand on sait pas la réponse. Puis, ouais. Je rajouterais peut-être... ça revient un peu à ce que je disais tantôt, mais de démontrer qu'on a une certaine assurance. Parce que justement, si on veut essayer de convaincre ou d'instaurer des choses avec un patient, nous, on va avoir nos raisons, soit qu'on les explique au patient, ou même si on les explique puis qu'ils ne semblent pas comprendre plus que ça, à un moment donné, il faut dire, écoutez, là, ça, pour l'instant, c'est essentiel, puis vous êtes rendu là, puis pour telle raison. Fait il faut aimer expliquer, puis répéter. Beaucoup d'enseignements. Oui, c'est vrai. Est-ce que on doit communiquer, être capable de vulgariser un peu, puis de communiquer ses recommandations. C'est ça, parce qu'encore là, comme j'avais dit un peu plus tôt, c'est qu'on peut facilement porter préjudice à un patient. Et donc ça, je sais que je repèse sur le même bouton, mais c'est parce que c'est vraiment important parce qu'on peut vraiment nuire à un patient puis relativement facilement. Donc, si nous, on le sait pourquoi on a fait telle chose, il faut être capable de bien communiquer avec le patient puis de le dire avec une assurance. Ou des fois, ça va être aussi de communiquer avec le chirurgien, là. Des fois, le chirurgien va dire, là, tu vas faire telle chose, puis, ou tu sais, ce patient-là, on vous demande X, Y, Z, puis que là, toi, tu n'es pas convaincu, soit parce que tu as vu une formation, tu as eu une formation récemment, ou tu as lu un article, ou de ne pas être gêné puis de communiquer avec ce chirurgien-là pour dire, oui, mais là, étant donné que X, Y, Z, est-ce que moi, je peux faire ABC à la place? Puis, si on a développé une bonne relation avec les gens avec qui on travaille, souvent, ils vont nous faire confiance. Puis, c'est comme ça que les choses vont évoluer là, pour les deux. Mm-hmm. Puis, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous aimeriez dire à des étudiants en ergothérapie pour leur donner envie de travailler en ergo, en thérapie de la main, ou pour adresser peut-être des doutes communs chez des étudiants? Bref, un message que vous aimeriez passer à la communauté étudiante. C'est un gros rôle, ça. Oui. Tu sais, si vous aimez travailler avec de voir différents clients, différents types de problématiques dans une même journée, de vous impliquer beaucoup dans le processus thérapeutique de vos patients. Tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup de la thérapie de la main, c'est que moi, selon ce que je connais de l'ergothérapie, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus des connaissances médicales qu'on a acquises à travers les années. Quand on fait des cours d'anatomie, de physiologie, de neurophys, on va les utiliser, puis on les utilise au quotidien. Fait que pour moi, la thérapie de la main, c'est ce qui est comme un peu plus technique, médicale, corps humain. Fait que si ça, c'est quelque chose qui vous... Tu sais, si vous espériez rentrer en médecine, puis que vous n'êtes pas rentré en médecine, puis que vous réessayez, mais que vous êtes toujours en ergo, vous pouvez quand même avoir une super belle carrière, puis vous pouvez quand même toucher justement à garder ces connaissances-là actives, puis de voir ce type de clientèle-là en thérapie de la main. Moi, je vous dirais, allez-y. On en a. C'est un milieu qui se développe beaucoup. Oui. Il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de possibilités. Il y en a beaucoup là, en ergo en général, mais en thérapie de la main, étant donné quand on commence à faire ça, puis qu'on développe cette expertise-là, on peut être en demande. Mm-hmm.
Puis c'est vraiment, on a une plus-value de développer ces connaissances-là. Je pense que c'est les gens qui aiment la réadaptation, qui ont un côté créatif, un peu artistique, qui aiment ça travailler manuellement, qui aussi le travail manuel, quoi d'autre? Se tenir à jour dans les données. C'est ça que je voulais dire. Qui aiment approfondir un peu plus les connaissances spécifiques. Il y en a qui aiment ça, là, aller au fond, puis lire, puis vraiment se spécialiser dans quelque chose, puis vraiment être bon dans ça, puis d'approfondir. Je pense. Moi, je trouve que ça donne envie. Oui. Moi, je suis celle qui, il y a 1 an, disait « thérapie de la main, c'est des protocoles, non? » Oui. Mais si je t'ai convaincue que c'est pas juste des protocoles, si on t'a convaincu que c'est plus que juste des protocoles, alléluia. Mais assurément, puis je l'ai saisi. Puis j'ai eu l'opportunité de discuter même avec vous à quelques reprises maintenant. Puis je trouve qu'à chaque fois, je découvre, je comprends mieux le rôle, la pertinence de l'ergothérapie, la vision vraiment holistique puis humaine, le côté relationnel avec les patients. Je le perçois de plus en plus à chaque fois que je discute avec vous, fait que je vous en remercie. Mais c'est probablement, c'est important ce que tu dis parce que effectivement, moi je pensais pas parce que pour moi c'est tellement évident que mon quotidien se passe à échanger avec des gens que j'ai déjà eu des clients, des patients qui vivaient un événement difficile, un placement il devait placer un parent dans un CHSLD, puis là ça prend toute la place, puis pour moi, c'est à chaque jour, on entend les histoires des uns et des autres. À chaque jour, on creuse aussi des fois avec eux, on les aide des fois dans des décisions qu'ils ont à prendre, puis on les aide à cheminer. Puis, fait qu'on n'a comme pas tendance à parler de ce volet-là, mais ça fait partie de notre quotidien. Ouais. Fait que quand j'entends des jeunes qui me disent « Ah, ben mon Dieu, c'est fou, tu sais, je pensais qu'en thérapie de la main, justement... » Puis, tu sais, j'aime le mot qu'Émilie a dit quand elle parle on a des lignes directrices. Oui, on dit qu'il y a des protocoles, mais c'est vraiment plus des lignes directrices. Puis le jugement clinique, il fait toute la différence. Parce que dès que vous commencez à travailler en thérapie de la main, vous allez vous apercevoir que les protocoles, donc les lignes directrices sont là, mais finalement, ça n'arrive jamais comme ça devrait arriver dans les livres. Et là, on se questionne beaucoup sur qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Mais c'est tout à fait normal parce que dans les livres, c'est toujours l'idéal, mais ça, c'est le monde de Walt Disney, mais c'est pas le quotidien, c'est pas ça, malheureusement. Mais, fait que voilà, fait que tout l'aspect d'échange qu'on a avec les patients puis de support psychologique, c'est effectivement probablement, on n'en parle pas assez, là. Ouais. Puis on devrait probablement, parce que sinon, on se fait souvent dire, vous autres, vous êtes plus biomécanique. Oui. Mais oui, ça commence comme ça, mais après ça, tu sais, on travaille beaucoup dans le fonctionnel. Puis c'est ça, souvent, quand on va dans des congrès, c'est des congrès pour aller chercher des connaissances plus spécifiques, approfondir des sujets plus spécifiques. Parce que le reste, tu sais, tout ce qui est les notions d'ergothérapie, mais ça, on est ergothérapeute depuis 20 ans, 30 ans, tu sais, on l'a acquis à l'université, puis on est ça, c'est nous. Alors ça, c'est imprégné, là. Fait que... Bien, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour la discussion riche qu'on a eue ce soir. Puis, c'est ça. Pour notre premier épisode de la 2e saison, ce sera un plaisir de vous voir dans le futur, si on en a l'occasion. Oui. Écoutez, merci pour l'intérêt que vous avez puis l'intérêt que vous nous démontrez pour la thérapie de la main. Oui, merci beaucoup. On a besoin de relève. Oui, on a besoin de relève, c'est sûr.